Bonsoir à tous. Encore merci d'être si nombreux ce soir pour nous rejoindre pour notre dernier webinaire de cette année. Espérons que l'année prochaine, ce sera du présentiel. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de finir cette année universitaire par le mal de dos. Alors, le mal de dos, c'est quoi? On fait en médecine générale, il faut bouger, bouger et encore bouger. Mais d'après les rhumatos, les radiologues et les chirurgiens, il n'y a pas que bouger, il n'y a pas que le mouvement. Et pour ce soir, on a le plaisir, pour la première fois, on fait 3 intervenants. Mais je vous rassure, chaque intervention, elle sera courte, maximum 15 minutes. Et après, on ouvrira le débat avec des questions-réponses avec vous, comme d'habitude. Alors, le docteur Vincent Ducolombier qui va commencer sur le plan rhumatologique, c'est quoi le mal de dos, de quoi on parle. L'intervention de Vincent sera suivie par Jean-François Budzik qui est radiologue. Quelle imagerie, à quel moment on va le faire, quand est-ce qu'on va le faire. Et on finit par le chirurgien, parce qu'on commence jamais par le chirurgien, on finit par le chirurgien. On a le plaisir d'avoir le docteur Alexis Perrin, qui est chirurgien orthopédiste, traumatologue. Alors, pour ça, je vous remercie. Nous sommes extrêmement nombreux à être inscrits. On a bien compris un petit peu qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et après, ils vont sur le replay. Nous avons ce soir 145 inscrits sur notre soirée. On vous remercie infiniment de votre confiance et je passe la parole à Vincent Ducolombier, rhumatologue. Vincent, c'est à toi. Merci Charles. Ouais, bonsoir à tous, ravi d'être une nouvelle fois presque parmi vous. Donc pour parler du mal du dos, donc le titre est un peu accrocheur et le mal du dos, le bon traitement, c'est le mouvement, mais pas que. En fait, ça fait référence à cette campagne menée par l'assurance maladie dont vous avez entendu certainement parler, qui vante le bienfait du mouvement pour traiter le mal du dos. En fait, quand on regarde cette affiche, on a l'impression que ça y est, il n'y a plus véritablement de problème. Il n'y a plus forcément lieu de faire des webinaires racistes puisqu'on a trouvé la solution, le traitement, c'est le mouvement. Alors mon propos est un peu ironique, en fait faussement ironique parce que je trouve que cette campagne, elle est très bien. Elle est très bien parce qu'elle met en avant quelque chose de fondamental dans la prise en charge du mal du dos qui est le mouvement. Alors on le sait, c'est pas nouveau, mais c'est peut-être vrai que c'était peut-être passé un petit peu en second plan, voire en troisième plan, et c'est bien d'en parler. Le problème, c'est que quand on regarde cette affiche, on a l'impression que le bon traitement, c'est le mouvement, et point, et c'est tout. Et en fait, si on part sur cette optique-là, on risque de répéter les erreurs du passé pas si lointain, où il y a encore quelques années, quand on avait mal au dos, quand on avait une lombalgie chronique commune, on avait l'habitude d'adresser un peu systématiquement le patient au rhumatologue, voire au chirurgien. On proposait des infiltrations ou des chirurgies, ou de la chirurgie, le but étant de identifier une lésion et à partir de cette lésion, la traiter de manière pharmacologique ou chirurgicale. Donc c'était la démarche dite tout lésionnelle. Ça a porté ses fruits. En tout cas, il y a quelques patients quand même qui ont été soulagés, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal qui, au final, n'étaient pas véritablement soulagés et restaient sur le carreau. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé un certain nombre de questions sur notre prise en charge et on s'est dit que c'était probablement parce qu'on oubliait certaines choses, et notamment le fait que la lombalgie chronique, c'est une douleur chronique et il y a forcément des facteurs de renforcement qui s'y associent, des facteurs de renforcement classiques d'ordre bio, psychologique, social, familiaux, etc. Donc c'est ce modèle biopsychosocial que vous connaissez, qu'on a mis en avant fort justement, parce qu'effectivement ça fait partie de la prise en charge. Mais le problème, c'est qu'on a assisté progressivement à une sorte de glissement vers une démarche tout biopsychosociale. En fait, on est passé d'une démarche tout lésionnelle où tout le monde allait chez le rhumato, chez le chirurgien, à une démarche cette fois-ci tout biopsychosociale où globalement, il y avait quand même beaucoup de patients qui étaient adressés assez rapidement au centre antidouleur. Donc ça a quand même fonctionné puisque ça a soulagé quelques patients, mais de nouveau, on s'est retrouvé confronté à un nombre assez important de patients qu'on n'arrivait pas à soulager par cette manière de faire. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'on a réfléchi de nouveau et qu'on a mis en avant, que l'assurance maladie a mis en avant l'importance du mouvement, du traitement physique, de la rééducation, l'importance du reconditionnement musculaire. Le problème, c'est que on sent un peu les choses venir, on a l'impression qu'on va glisser tout doucement de nouveau vers une démarche, cette fois-ci tout mouvement, donc rester uniciste dans notre prise en charge et oublier un petit peu tout le reste en mettant de côté le lésionnel ou le biopsychosocial.
et on risque finalement de se retrouver de nouveau dans une impasse où on va de nouveau soulager quelques patients avec d'autres patients, un nombre relativement important qui va rester non soulagé. Donc l'idée, clairement, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que la lombalgie, c'est quelque chose de multifactoriel, comme beaucoup, encore une fois, de douleurs chroniques, et que si on a une vision uniquement ici sur un problème donné, on risque de ne pas faire le bon diagnostic, et si on ne fait pas le bon diagnostic, on n'aura pas le bon traitement. Bon, ça, c'est assez classique en médecine, c'est un dogme qui vaut toujours. Si on n'a pas de bon diagnostic, on n'aura pas de bon traitement. Le diagnostic, c'est bien entendu le point de départ, c'est à partir de là qu'on va mettre en place notre traitement. Et si le diagnostic n'est pas très bon, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué et on risque très vite de se retrouver dans une impasse, voire dans le mur. Et quand on est dans le mur, bah, c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire marche arrière. Donc, c'est vraiment indispensable, comme pour beaucoup de pathologies, avant de partir dans le traitement, de faire un diagnostic précis, de phénotyper la lombalgie. Phénotyper la lombalgie, ça veut dire la classifier, essayer de distinguer des mots-clés et pour chaque mot-clé, de individualiser un traitement spécifique correspondant à un problème spécifique qu'on aura identifié. Donc, si on veut phénotyper la lombalgie, bah déjà, il faut déjà préciser si elle est aiguë ou chronique, bien sûr. Bon, ça, on ne traite pas de la même manière une douleur aiguë d'une douleur chronique. Il faudra également s'assurer, c'est fondamental, vous le savez, que cette lombalgie chronique est bien commune et non symptomatique. Symptomatique, c'est-à-dire inflammatoire, tumorale, infectieuse ou fracturaire. Après, il va falloir préciser si elle est en rapport avec tel ou tel segment mobile rachidien, c'est-à-dire est-ce que c'est l'étage L5, L5 qui souffre, est-ce que c'est l'étage L2, L3, est-ce que c'est plusieurs étages? Et une fois qu'on aura fait ça, bah, ce ne sera pas terminé puisqu'il faudra essayer de savoir si le problème au niveau de ce segment mobile rachidien, il est plus d'ordre discal ou plus articulaire postérieur. C'est fondamental par rapport au traitement qu'on pourrait proposer. Si on parle des infiltrations, par exemple, on ne va pas proposer la même infiltration si c'est une pathologie discale ou articulaire postérieure. Autrement, on risque de se tromper de cible et forcément, ça ne va pas fonctionner. Il faudra également préciser si cette lombalgie, elle est potentiellement entretenue par des troubles de la statique rachidienne. Ça peut être une scoliose, une hypersyphose, une hyperlordose, etc. Ou voire une instabilité anatomique avec un dysthésis et des vertèbres qui bougeraient les unes par rapport aux autres. Il faudra également vérifier que cette lombalgie n'est pas favorisée, entretenue, majorée par une insuffisance musculaire en déconditionnement physique, si elle n'est pas favorisée par des facteurs de renforcement dont on vient de parler, d'ordre biopsychosocial, est-ce qu'il y a des facteurs thymiques, est-ce qu'il y a des facteurs familiaux, des problèmes avec le travail, etc. Et après, quand on aura fait ça, il faudra également préciser s'il y a une part prépondérante de tel ou tel problème. Est-ce que c'est plus lésionnel, est-ce que c'est plus biopsychosocial, est-ce que c'est plus en rapport avec un déconditionnement musculaire ou est-ce que c'est finalement les trois à la fois? Et ça peut encore se compliquer si, comme souvent, cette lombalgie est associée à une radiculagie, parce que s'il y a une radiculagie, vous le savez, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de déficit neurologique, il faudra essayer d'identifier s'il y a une compression radiculaire à l'origine de cette radiculagie ou si c'est une pseudo-radiculagie en lien avec des douleurs référées d'origine articulaire postérieure, etc., etc. J'ai mis des petits points, j'aurais pu encore citer pas mal de mots-clés. Donc tout ça, c'est indispensable. Ça implique une expertise clinique fine, forcément. Ça implique également une expertise d'imagerie, il faut une imagerie efficace. Ça implique également une confrontation clinico-radiologique, et ça c'est fondamental, j'en reparlerai par la suite. On a clairement montré qu'un diagnostic par confrontation clinico-radiologique était bien meilleur qu'un diagnostic fait sur des données cliniques seules ou des données d'imagerie seules. Il faudra également une évaluation pluridisciplinaire. Quand on parle de facteurs biopsychosociaux, de conditionnement, etc., on est une spécialité donnée n'est pas capable de régler, d'identifier tous les problèmes. On aura besoin de plusieurs spécialités. Et il faut enfin disposer d'un plateau technique complet et moderne parce que c'est bien beau de distinguer qu'il y a telle ou telle lésion articulaire postérieure, discale ou je ne sais quoi, mais si au final on distingue la lésion mais qu'on n'a pas véritablement de traitement à proposer derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors c'est compliqué, effectivement, de phénotyper la lombalgie, c'est une étape un peu fastidieuse, mais pour autant c'est possible parce qu'aujourd'hui on dispose des outils qui nous permettent de le faire. Tout d'abord l'évaluation clinique, on a clairement beaucoup progressé ces dernières années sur l'évaluation clinique, on est beaucoup plus fin qu'avant, la clinique aussi évolue, il n'y a pas que l'imagerie, la chirurgie. Ce qui était noté dans nos vieux livres de sémiologie, c'est plus forcément d'actualité aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, on a vraiment développer un sens clinique peut-être un peu plus précis qui nous permette d'être justement de progresser dans le diagnostic. Il y a également l'imagerie, bien sûr, qui a beaucoup progressé ces derniers temps. Je pense
notamment à l'IRM. Également, d'un point de vue thérapeutique, on utilise beaucoup mieux les antalgiques qu'auparavant. On a à peu près les mêmes antalgiques depuis un certain nombre d'années, mais on sait ceux qu'il faut privilégier, on sait comment les utiliser, on connaît mieux les modalités. Donc ça, c'est un atout indéniable. On a également affiné les indications des infiltrations. Les infiltrations dont on disait souvent qu'elles ne marchaient pas, en fait, elles ne marchaient pas probablement parce que les indications étaient mauvaises ou en tout cas le diagnostic lésionnel n'était pas très bon. Or, une infiltration, ça ne marchera que si elle est faite au bon endroit. Et on a développé des nouvelles techniques interventionnelles, à la fois sur le plan radiologique interventionnel et chirurgical, et mes collègues en parleront par la suite. Et on dispose enfin de spécialités médicales qui peuvent intervenir dans chacun de ces domaines à l'origine de ces lombalgies. Donc rhumatologue, radiologue, chirurgien, médecin de médecine physique et réadaptation et algologue. Donc on a les outils, donc c'est possible. C'est possible, mais en pratique, on sait très bien que ce n'est pas forcément évident pour autant. Si on prend un cas clinique, une vignette clinique d'un patient qu'on est amené finalement assez souvent à rencontrer en pratique clinique courante, donc un homme de 45 ans qui a des lombalgies chroniques, qui n'est pas soulagé par un traitement antalgique bien conduit et anti-inflammatoire non stéroïdien, et qui on a proposé la kinésithérapie et qu'on continue parce qu'on sent que ça va un petit peu mieux, mais on espère toujours mieux. Ce patient reste lombalgique, il arrête son sport alors qu'il était très sportif. En plus, il est travailleur de force et il a quand même des difficultés au travail. Il arrive encore à travailler, mais le soir, quand il rentre, c'est toujours un peu compliqué parce que forcément, sa journée de travail a des conséquences sur ses douleurs. Et en plus, tout ça, assez logiquement, s'associe à un retentissement thymique important. Donc, on va plus loin, on essaie de comprendre, on fait une imagerie et on peut tomber sur ce type d'image où il ne faut pas être un grand radiologue pour faire un diagnostic là. Donc effectivement, on trouve une discopathie L5S1 assez prononcée. Alors qu'est-ce qu'on propose finalement à ce patient? Donc on a vu qu'on avait les outils, c'est bien, mais au final, comment on les utilise, dans quel ordre et lesquels on privilégie? Est-ce qu'il faut faire une infiltration intradiscale au niveau de ce disque qui manifestement est pathologique, ou est-ce qu'il faut faire une infiltration articulaire postérieure L5S1? Est-ce qu'il faut discuter une arthrodèse L5S1? Est-ce qu'il faut envoyer le patient assez rapidement pour une évaluation en structure douleur, ou est-ce qu'on demande à ce niveau-là une admission directement en école du dos, vu que la kinésithérapie n'a pas suffi, ou alors on prend l'option ça dépend. Donc c'est un focus CM, hein, c'est toujours difficile en distanciel. La bonne réponse, c'est bien sûr ça dépend. On ne peut pas raisonner sur les seuls éléments que je vous ai donnés, en tout cas statuer sur ce qu'il faut faire. Effectivement, quand on voit ça, on dit c'est peut-être une bonne indication d'infiltration intradiscale. Il y a un œdème au niveau discal de part et d'autre du disque L5S1. On pourrait imaginer qu'effectivement, mettre un traitement anti-inflammatoire localement, ça fonctionne. Oui, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la confrontation clinico-radiologique. Elle est essentielle parce qu'il est tout à fait possible que ce patient, même avec un beau modique comme ça, ne souffre pas plus que ça de son disque et qu'au contraire, il souffre peut-être de ses articulaires postérieurs derrière qui sont attachés qui sont situés au même segment mobile et qui, elles aussi, souffrent. Et peut-être que c'est elles qui génèrent le plus de douleur. Donc dans ce cas-là, ce serait peut-être une infiltration articulaire postérieure. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment essayer de prendre tout en compte, la clinique, la radiologie, etc. Arthrodèse L5S1, est-ce qu'il faut partir sur l'arthrodèse L5S1? Peut-être pas d'emblée, mais il ne faut pas forcément s'empêcher de le faire, parce qu'effectivement, si on dit que c'est bien le disque qui souffre et qu'il n'est pas forcément très abordable par une infiltration, et que par ailleurs, certes, le patient a un retentissement clinique important, certes, il y a peut-être des facteurs de renforcement, mais globalement, si c'est la seule solution pour le soulager et que ce soulagement lui permette effectivement d'aller mieux d'un point de vue du travail ou d'un point de vue moral, il ne faut pas s'interdire de le faire, d'autant plus si on a une technique opératoire adaptée. L'évaluation en structure douleur, pourquoi pas? Effectivement, on a dit qu'il y avait un retentissement thymique, mais bon, le retentissement thymique, encore une fois, il peut être plus réactionnel à la douleur, et le point de départ, c'est quand même la douleur. Donc peut-être qu'il faut essayer quand même de se poser la question de savoir si on ne peut pas soulager le patient d'un point de vue organique et lésionnel, avant de partir uniquement sur une prise en charge non lésionnelle. Est-ce qu'il faut demander une admission de l'école du dos? On pourrait tenter de le faire, vu que le bon traitement, c'est le mouvement, et qu'a priori, avec la rééducation. Mais bon, vous avez bien compris que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire, en tout cas d'emblée. Donc c'est compliqué. Donc il faudrait essayer, dans l'idéal, de solliciter à peu près tous les spécialistes, tous les médecins qui sont impliqués dans la prise en charge de la lombalgie chronique commune. Et là, forcément, ça va se compliquer. On peut envoyer chez le rhumatologue parce qu'on a un circuit préférentiel, mais après, le rhumatologue va te demander au radiologue, voire au chirurgien
un avis. Le chirurgien va peut-être dire, bon non, moi je pense pas qu'il faut opérer, donc il va peut-être l'envoyer chez le rhumatologue, et du coup je vais peut-être demander au radiologue interventionnel et voir aller au centre antidoleur. En fait, ça peut être un micmac complet en ajoutant à tout ça les délais de consultation des uns et des autres. En fait, le patient, il peut tourner en rond comme ça pendant des mois et des mois avant d'avoir peut-être un diagnostic précis. Et encore, c'est pas sûr, parce que quand ça se fait de manière séparée comme ça, il n'y a pas de confrontation directe, et s'il n'y a pas de confrontation directe des avis des uns et des autres, il n'est pas certain qu'on ait vraiment étudié toutes les possibilités de traitement. Donc c'est fort de ce constat qu'on a voulu créer au GHICL, qu'on a créé le centre du dos, le but étant d'adapter le parcours du patient. Alors j'ai mis création entre guillemets parce que c'est pas véritablement tout nouveau, le centre du dos du GHICL. En tout cas, ça fait un long moment déjà qu'on collabore entre différents spécialistes du rachis au sein de notre structure. Ça se faisait de manière peut-être un peu moins, enfin ça se faisait de manière formelle, mais peut-être sans communiquer forcément là-dessus. Ce qui a changé, c'est qu'on est un peu plus nombreux maintenant, qu'on a développé pas mal de techniques nouvelles qui permettent effectivement de proposer beaucoup de solutions à des situations où avant on aurait peut-être été un peu démunis. Donc on s'est dit c'était peut-être pas mal effectivement de continuer ce qu'on avait commencé et de se développer. L'objectif étant, vous avez bien compris, donc de simplifier le parcours patient, éviter le micmac qu'on a vu tout à l'heure, de proposer une prise en charge pluridisciplinaire, de permettre la confrontation clinico-radiologique indispensable à un diagnostic précis et de proposer une stratégie thérapeutique concertée. Quand un rhumatologue pense qu'une infiltration c'est bien et qu'un chirurgien pense qu'une intervention c'est bien, c'est peut-être bien qu'ils en discutent directement entre eux pour savoir en fait c'est quoi finalement le mieux. Ça peut être bien tous les deux, mais il y a peut-être un mieux. Alors, les intervenants de centre du dos, ce sont assez logiquement les rhumatologues, les radiologues osteoarticulaires, chirurgiens du rachis, médecins de médecine physique et réadaptation, et également la structure douleur. On travaille en collaboration étroite avec le centre antidouleur de Saint-Vincent. Cette prise en charge, elle peut se faire dans le cadre de consultations classiques solo, mais également très fréquemment dans le cadre de consultations pluridisciplinaires. Donc, ça peut être une consultation avec le patient qui rencontre donc en même temps tous les spécialistes ou éventuellement parfois des réunions de dossiers. Ça peut se faire également dans le cadre d'hôpitaux de jour, voire des hospitalisations conventionnelles quand c'est nécessaire. Donc, je vous le disais, on dispose d'un plateau technique complet moderne et Jean-François et Alexis vont en faire la démonstration par la suite. On a également une activité de recherche qui se développe en parallèle. On ne se limite pas à ce qu'on a déjà développé ou à ce que d'autres ont développé. On essaie également de notre côté de trouver des moyens de s'améliorer. On a des études notamment en cours sur l'utilisation de certains antalgiques qui ne sont pas habituellement utilisés dans la lombalgie chronique commune. On essaie d'étudier leur intérêt potentiel. On évalue également l'intérêt de certaines séquences d'imagerie IRM pour avoir un pronostic de certaines pathologies lomboradiculaires pour peut-être aller plus ou moins vite en fonction de ce qu'on retrouve au niveau de l'IRM. Donc les principaux patients concernés qui pourraient justifier de cette évaluation pluridisciplinaire, vous l'avez compris, c'est la lombalgie commune chronique. Mais en fait, ça peut correspondre à tous les patients qui présentent une lombalgie. Je pense aux poussées de lombalgie aiguë avec des drapeaux rouges, bien sûr, des patients chez qui on peut suspecter une spondylolysis, une tumeur, etc. Les lombalgies subaiguës avec drapeau jaune, donc les fameux facteurs qui font que chez un patient lombalgique subaigu, on se dit, oh là, on part vers la chronicisation, il faut peut-être faire quelque chose rapidement. Et ces patients-là, il faut les évaluer rapidement de manière pluridisciplinaire. Donc ça vaut le coup de les envoyer rapidement. Les patients qui présentent des radiculagies, qu'elles soient aiguës, subaiguës ou chroniques, également. J'en ai pas trop parlé là, mais tout ce qui est donc lombalgie, rachialgie symptomatique, les fractures vertébrales, on a donc notre centre du dos qui s'articule également avec d'autres filières, d'autres centres comme la filière ostéoporose, donc ça permet de traiter la fracture vertébrale et en même temps de traiter la cause qui est l'ostéoporose. On travaille en collaboration étroite avec nos amis oncologues de Saint-Vincent. On prend en charge, bien entendu, vous le savez, les pathologies inflammatoires lombaires et en rhumatologie, ici, on a une file active très importante de spondyloarthrite qui ont accès aux traitements modernes et à tous les biomédicaments à notre disposition. Et également les spondylodytides, donc les infections osseuses qui nécessitent également une collaboration étroite entre les différents intervenants des pathologies du rachis. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va garder les questions à la fin. Comme c'est une réunion pluridisciplinaire, alors on gardera les questions à la fin, que ça soit en pluridisciplinaire.
Alors là, je passe la parole à Jean-François Pudzik, radiologue. Alors Jean-François, quand est-ce tu vas commencer à intervenir? À quel moment tu vas... on peut t'envoyer pour faire des radios, pour faire des scanners, pour faire des RM. C'est quoi les indications? Est-ce que tu le fais systématiquement ou il faut une consultation préalable à tout geste? Voilà, voir un petit peu ton avis et ton retour sur le lombalgie chronique. Eh bien, merci Charles, tu as posé de très bonnes questions. Alors, on va commencer par partir sur quelque chose qui va être l'approche diagnostique avec une très bonne référence que je vous invite à lire, à accrocher dans votre chambre, qui sont les recommandations sur la lombalgie de la HAS qui sont toutes récentes de 2019. Alors, beaucoup de choses de bon sens et puis beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément intuitives. Donc, les grands éléments, c'est qu'on reste sur l'imago, la lombalgie aiguë, ne demande pas d'imagerie. Il faut expliquer aux malades pourquoi. C'est pas grave, là ça fait très très mal, ça a l'air d'être horrible, le monde a l'air de s'effondrer, mais globalement, ça doit aller mieux. Par contre, si les douleurs durent, quand on arrive dans de la lombalgie chronique, donc qui est définie au-delà de 3 mois, il est important de réaliser un examen. Et c'est bien marqué, c'est les avis d'experts, une IRM est recommandée. Le scanner est un examen de contre-indication à l'IRM, on en reparle tout de suite. De même, il faut faire ces examens en imagerie en coupe si on pense à un geste, donc au premier lieu, l'infiltration. Alors, l'émission d'imagerie, c'est quoi? Pourquoi on va faire de l'imagerie? Eh bien, on parle de lombalgie commune. La lombalgie commune, elle est définie sur les critères d'anamnèse, essentiellement. Eh bien, on va vérifier en IRM qu'il n'y ait pas un gag, qu'on ne soit pas sur quelqu'un qui ait des lésions de myélome, qui ait une fracture tassement-vertébrale qu'on n'a pas vu venir, etc., etc. Et ensuite, comme Vincent l'a dit, certes, on va chercher une anomalie, mais surtout, c'est fondamental, on va la mettre en résonance avec la clinique. C'est-à-dire que des gens qui ont des hernies discales, des fractures tassement qui sont actives, etc., et qui n'en ressentent aucune douleur, on en voit toutes les semaines. Donc attention, c'est pas j'ai mal au dos, on a trouvé une hernie discale, donc c'est le problème. Et vous voyez beaucoup de gens à qui on a dit ça, on va en reparler aussi, et puis qui ont personnalisé leur mal de dos sur une image. Et là, globalement, ça dérape. Alors, exit le scanner, pourquoi? Je vous montre à gauche une IRM, à droite un scanner. Vous voyez qu'avant on disait ah oui, le scanner a une bonne résolution, c'est terminé. Une IRM, on découpe les gens en petits cubes de 0,6 mm de côté, donc c'est une finesse absolue. Et puis le contraste des images n'a juste absolument rien à voir. Donc on voit mieux. Et surtout, l'IRM, c'est comme une boîte à outils. On a plusieurs séquences, et les séquences permettent de voir des choses qui sont totalement invisibles en scanner. Par exemple, une inflammation des berges articulaires postérieures dans une douleur facétaire. Par exemple, le fameux œdème de Modic, c'est complètement invisible en scanner. Et pareil sur une fracture, en IRM, on ne peut pas se tromper pour savoir si elle est cicatrisée ou pas. En scanner, c'est pas toujours si clair que ça. Donc ça, c'est sans appel et c'est marqué clairement dans la reco. De même, les radiographies isolées, le lombaire face profil, machin, blabla, ça n'a plus lieu d'être dans le cadre justement de ces lombalgies chroniques. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va voir beaucoup de choses inutiles, encore pire qu'en scanner, on va dire, et on va avoir des infos qui ne sont pas forcément intéressantes. Par contre, ça reste d'intérêt si on pense à de l'instabilité ou à un trouble de la statique. De même, chez quelqu'un qui a une lombalgie chronique avec une typologie de douleur qui ne change pas, il n'y a pas d'intérêt à renouveler de l'imagerie. Donc quelqu'un qui vient et puis aller lui refaire une IRM pour tous les 3 mois pour voir ce qui se passe, ou des IRM pour contrôler des hernies discales ou quoi, ça n'a pas non plus d'intérêt. Ce n'est pas recommandé du tout. Enfin, si le radiologue ne l'a pas fait, il est important, ça c'est fondamental aussi, d'expliquer l'absence de corrélation entre les symptômes et la radio, et puis de dédramatiser les termes médicaux. Parce que des fois, les patients viennent juste en IRM, ce qu'ils veulent voir, c'est bon, c'est un truc inhabituel, ils ont peur, c'est une situation nouvelle, et puis là-dessus, ils ressortent avec une tartine de machins, et des ostéophytes, et de la discopathie, et des machins trucs et tout, des termes de dégénérescence discale, etc. Et voilà ce qui se passe. On ne peut pas prédire la douleur à l'aide d'IRM ou de radio, et pourtant, le fait de voir des anomalies peut nous faire ressentir la douleur, en mettant en fait une image. Et il y a beaucoup de gens comme ça, quand je leur demande qu'est-ce qui vous amène, j'ai une hernie discale de 3 mm en Alcatel-5. Ils disent plus j'ai mal au dos. Ils se sont identifiés à ça. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, il y a ce petit livre que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, La douleur, quelle chose étrange. Moi, ça m'a, je pense que voilà, ça ne raconte pas tout, mais ça donne des petites idées comme ça ça appuie sur des choses intéressantes. Alors voilà, je vous montre cette image, ça aussi, à placarder partout, accroché dans votre chambre. Une étude géniale sur 3000 personnes qui se plaignent de rien du tout. Puis vous voyez, dans les colonnes, il y a les tranches d'âge, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans. Puis sur les lignes, il y a l'horrible dégénérescence discale, le pincement discal en deux, des types de hernie discale. Et puis vous voyez
que dès qu'on a 20 ans ou 30 ans, eh ben, il y a des anomalies qu'on trouve chez des gens qui se plaignent de rien. Donc le raisonnement de dire j'ai mal, j'ai vu ça sur une IRM, donc j'ai mal à cause de ça, comme ça il est complètement faux. Et donc on en revient à ce que disait Vincent, c'est des données d'anamnèse, des données d'examen physique, l'IRM, on met ça ensemble, et là on peut arriver, si ça se prête chez le patient, à identifier une cible. Alors sur quoi on peut tomber? La fracture tassement vertébrale par exemple, ça peut être un exemple dans une lombalgie commune de quelque chose qui n'est pas commun. Donc évidemment là on part plutôt sur des gens qui vont être dans des 5e, 6e, 7e décennies, etc. Les indications de vertébroplastie, pour faire très court, ça va être soit des gens qui ont des douleurs aiguës qui vont être mal contrôlées, une personne âgée qui a tellement mal qu'elle ne fait plus rien, elle se retrouve en perte d'autonomie. Le but, ça va être de la remettre debout sans douleur, en évitant aussi des travers éventuellement de morphiniques et consorts qui sont mal tolérés. Ou après des gens qui ont des douleurs chroniques, bah oui, on voit souvent des gens, ils viennent justement, ils ont l'IRM à 5 mois, 6 mois d'évolution de douleur, et c'est pas parce qu'il y a une fracture il y a 5 mois qu'il ne faut rien en faire. Alors je vous montre deux exemples ici, c'est des fractures, une à gauche là, une à droite de l'autre côté, qui sont des fractures, vous voyez, où on se dit tiens, il n'y a plus beaucoup de vertèbres, il n'y a plus grand chose à faire, et pourtant, quand on regarde en IRM, c'est des fractures actives, donc la vertébroplastie peut être une bonne solution. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas un geste très invasif. Vous voyez, il y a un tout petit trocard de 1,15 mm de diamètre, c'est un tout petit trou à la peau, c'est une procédure qui se fait en anesthésie locale en contrôle. Donc comme tout, évidemment, ça comporte des risques, donc on ne la fait pas à n'importe qui tout le temps, tout de suite. On donne la chance au traitement médical, mais quand il faut y aller, il faut le faire, et ça rend un service instantané dans la mesure où il y a des améliorations très nettes qui sont constatées dès le lever 1 heure après. Alors, dans les situations très communes aussi, la lomboradiculalgie, voilà, j'ai mal dans le dos, ça part dans les jambes. Qu'est-ce qu'on va traiter? Alors là, c'est le but de l'IRM, et de l'IRM va découler la thérapeutique, bien sûr, en corrélation radioclinique, on le répète encore. L'idée, c'est que la douleur, elle naît du cerveau. Et quand il y a une douleur dans la jambe, est-ce que le cerveau a bien identifié le problème, à savoir qu'il y a un nerf qui est malade, où on n'a plus facilement les trajets radiculaires, on va dire d'une manière un peu caractéristique, complets, qu'on a appris, le L4, le L5, le S1, etc. Ou est-ce que le cerveau s'est un peu fait avoir? Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a des petits rameaux nerveux qui viennent cravater les massifs articulaires postérieurs derrière, et qui vont donner des douleurs, alors qu'ils vont être plus typiquement, voilà, la fameuse douleur en barre, et qui vont donner des douleurs, ce que j'appelle en Bermuda pour faire simple, ou en pentacourt comme vous voulez, qui vont être souvent des trajets un petit peu tronqués, et puis on a tout. Ça simule l'inguinal, ça simule le trochantérien, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Alors l'intérêt de voir ça, c'est que quand on est dans le cas de gauche, c'est un gros nerf qui est malade, donc en gros la hernie discale sur le nerf. Voilà, si les patients vont mieux vite, on les a jamais vus, nous. Et puis pour le coup, quand on a fait l'IRM, on cherche une cible. Si la cible est bonne, on va aller faire un traitement infiltratif ciblé par l'imagerie pour se mettre là où ça fait mal. Si les patients vont mieux, ben c'est bien, ils vont pouvoir aller sortir de ce giron ici infiltratif. S'ils vont mieux, mais que le résultat est partiel en durée ou en intensité, on peut aller refaire une deuxième injection au même endroit. Par contre, si après ça va pas mieux, ou si une infiltration ciblée sur le conflit n'a aucun intérêt, on peut commencer à discuter de décompression discale. Alors je vous parle vite fait d'un truc qui se fait en radiologie interventionnelle, vous verrez d'autres traitements avec Alexis après, qui est la herniectomie. Donc là, voilà, on est dans le cas où on est dans de la résistance au médico-infiltratif. Il y a des conditions, il faut que la hernie soit bien exposée, il faut qu'il y ait un disque suffisamment préservé pour pouvoir rentrer dedans. Et là encore, c'est quelque chose qui peut se faire avec une prémédication d'anesthésie locale, un double guidage, si le patient s'y prête en ambulatoire. Et puis, on va se retrouver, alors on a un petit film un petit peu façon bénil, j'espère que ça ne va pas trop laguer, que vous le verrez bien, où vous voyez qu'on utilise des aiguilles très fines, et le principe c'est quoi? C'est d'aller directement ponctionner la hernie, c'est une espèce d'infiltration un petit peu appuyée, petite incision à la peau, et puis ensuite on va remettre une petite canule dans cette hernie, et à l'intérieur il y a une espèce de petite vis d'Archimède qui tourne, et à travers une fenêtre de la canule qui va permettre d'aller broyer un petit peu la hernie. Donc c'est pas du tout l'esprit de la chirurgie d'aller retirer forcément quelque chose, mais c'est l'esprit qu'il y a quelque chose de dur qui est là, qui pousse sur le nerf, et puis on va aller le raboter. Et donc là, vous voyez, c'est le contrôle qui se fait en scanner et puis en IRM. Voilà, avec ce petit appareil qui fait un petit bruit de brosse à dents électrique. Voilà. Donc c'est ce que ça donne, voilà, c'est qu'on a du petit broyat de hernie qui remonte. Et puis vous voyez à droite, par rapport à une petite aiguille à ponction, la trace des incisions. Donc c'est pas pour tout le monde, mais dans certaines situations, ça peut être une bonne option. Alors ensuite, quand on est dans le cas de droite que je vous avais montré, le petit nerf en souffrance, la facette,
Là, on va faire l'infiltration, et donc là, la manière dont on travaille, c'est de faire des infiltrations avec un test anesthésique. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est sur des nerfs sensitifs, donc on peut se permettre de mettre des produits anesthésiques. On ne va pas faire ça sur un nerf sciatique, évidemment, sur une racine S1. Mais par contre, le test anesthésique va permettre de dire est-ce que ça se passe là ou pas. Et c'est pas la clinique, c'est pas l'imagerie qui dit qu'il y a un problème facétaire, c'est un test anesthésique positif. Donc c'est le fameux bloc test. S'il est complètement négatif, eh ben, a priori c'est autre chose. Par contre, s'il est positif, eh ben, on a mis le doigt dessus. Ensuite, est-ce que le patient va être content ou pas avec l'effet des corticoïdes? Si oui, tant mieux. Et s'il n'est pas content, on a une autre solution en poche qui s'appelle la rhizolyse. Alors, quand on parle de test anesthésique, je vous montre, voilà, on demande aux patients de remplir un petit papier. Ben, vous voyez, les deux lignes du haut, c'est comment c'était le matin, il s'auto-évalue à 9 sur 10. Quand on a été tripoté dedans, oui, il estime qu'on a reproduit quelque part une douleur, souvent pas très intense. Et puis vous voyez qu'après, avec l'effet de la xylocaïne, puis du deuxième produit anesthésique, on a un effet de diminution des douleurs, et puis on va avoir un retour 12 heures après, le temps que l'effet des anesthésiques s'estompe, au niveau ancien. Et après, le patient n'est pas content quand on le revoit en consultation parce qu'il dit « votre truc, ça va pas marcher ». Et paradoxalement, c'est une super bonne nouvelle parce que là, on se dit on a mis le doigt sur le problème et donc on peut proposer derrière la rhizolyse. Donc ce fameux petit nerf qu'on a fait là, on refait la même chose que l'infiltration. C'est de l'anesthésie locale, c'est de l'hôpital de jour, c'est des petites aiguilles comme ça. Et puis à l'intérieur, on met juste une petite sonde électrique. Ça chauffe un peu le nerf, donc ça ne le détruit pas, ça ne le coupe pas. Et en fait, ça amène à reproduire l'effet du test anesthésique dans des durées qui sont sur les données de la littérature, dans des médianes de 10 à 12 mois. Et bien évidemment, chaque patient est différent, donc il n'y a pas de garantie là-dessus, mais on se projette beaucoup plus dans le temps que sur l'infiltration de corticoïdes. Donc si vous êtes perdu avec tout ça ou pas, eh ben, sachez qu'on peut voir les patients en consultation de radio interventionnelle. Donc peut-être que certains d'entre vous nous adressent déjà des malades. Parce que c'est des bonnes pratiques contemporaines. Recevoir quelqu'un et puis lui injecter des produits où il y a quand même quelques complications graves sans rien expliquer aux gens, c'est pas terrible. On vérifie là-dessus la concordance radioclinique. Des fois, on refait l'imagerie s'il n'y a rien de récent. On explique aux patients ce qui se passe. On va vérifier les précautions à prendre, notamment sur les traitements anticoagulants en fonction de ce qu'on fait. Il n'y a pas d'arrêt systématique des anticoagulants. Infiltrer des facettes sous Plavix, ça se fait. Et ça peut être mieux de faire un tout petit risque de saignement que le patient accepte dans le dos plutôt que de risquer de reboucher son stent coronaire. On en profite pour avoir le consentement. Et puis surtout, tous les gestes percutanés comme ça, où les patients sont conscients, il y a souvent une grande anxiété là-dessus, on va me faire quelque chose, on va injecter là où j'ai mal. Et le fait que le patient ait vu le radiologue avant, qu'on lui explique, et ben mystérieusement, quand on les revoit le jour J, ça se passe beaucoup mieux. Et ça nous permet aussi, donc avec des fiches de suivi standard qu'on utilise chez nous, de aussi prévoir le parcours du patient. Est-ce qu'on le réadresse à nos collègues rhumatologues, chirurgiens? Est-ce qu'on les revoit derrière? Est-ce qu'on entreprend une rhizolyse? Et puis on est toujours dans cette idée de suivi du malade. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Eh ben, Jean-François, un grand merci. Alors, on a vu le clinicien, on a vu le radiologue, l'imagerie et le chirurgien. Quand est-ce que tu vas voir nos patients, mon cher Alexis? Alors, est-ce que tu les opères systématiquement? C'est quoi les indications opératoires? Et quel profil de patient que tu opères? À toi. Merci Charles, bonsoir à tous. Alors, d'abord quelques préjugés sur la chirurgie du rachis. C'est pas une chirurgie qui est faite uniquement par les neurochirurgiens. C'est une spécialité qui est représentée maintenant par 50% des orthopédistes et puis 50% de neurochirurgiens. Et puis, il y avait beaucoup de préjugés concernant cette chirurgie avec des résultats mauvais, une chirurgie lourde, un alitement systématique en post-opératoire et puis des reprises chirurgicales fréquentes. Heureusement, il y a plusieurs nouvelles techniques qui sont apparues, surtout dans les 5 dernières années. Et puis l'adage opéré du dos mal au dos, heureusement, disparaît progressivement, aussi avec l'association de bons rhumatologues et radiologues comme on en a. Donc concernant les prises en charge chirurgicales, le plan, ça sera les fractures d'abord, puis l'aspect dégénératif avec les hernies discales, canal lombaire étroit, discopathie. Puis à la fin, on en profitera pour parler des scolioses de l'enfant qui sont aussi source de lombalgie. En traumatologie, si pour certains la gaine en cuir a permis de grands combats, pour d'autres la gaine en plastique est plus handicapante et plus difficile à supporter. Et c'est de ça qu'on se dit qu'en chirurgie on peut être utile, mais il faut rester le moins agressif possible. Le but c'est quand même de reprendre une autonomie à la maison, avoir une qualité de vie correcte pendant cette période de fracture et puis une reprise du travail aussitôt que possible. C'est ainsi qu'on a diminué nos indications de corset, bien sûr en restant raisonnable, et on a donc augmenté nos indications de kyphoplastie parce que cette technique s'est beaucoup développée avec des nouveaux implants qui sont maintenant très utiles, très efficaces et qui nous ont permis
de moins utiliser les vis parce que ça avait la même efficacité que les vis. Donc les principales fractures qu'on traite sont celles qui sont récentes, c'est-à-dire moins de 10 jours, où l'indication se pose quand la kyphose locale est supérieure à 10-15 degrés, qu'il y a une atteinte du mur postérieur, une atteinte ligamentaire, une atteinte neurologique, et on ne se concentre pas sur la perte de hauteur. Donc bien sûr, chaque item peut être une indication, il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes réunies, mais souvent on parle des fractures en disant il y a une perte de hauteur de 50%, mais en fait, c'est pas ça qu'on prend en compte. Et dans ces cas-là, systématiquement, on demande un scanner pour avancer dans la prise en charge parce que c'est très utile pour nous. Et puis il y a les fractures de plus de 10 jours où là, on discute au cas par cas parce que la réduction va être beaucoup moins facile. Et donc on va se poser la question d'une prise en charge chirurgicale s'il y a une douleur persistante avec perte d'autonomie, mais à ce moment-là, on discutera également une cimentoplastie sans nécessité de réduction de la fracture. Et s'il y a une majoration de la kyphose, ben là on va se poser la question d'une prise en charge chirurgicale plutôt pour diminuer l'angulation de la fracture. Et dans ces cas-là, on utilisera plutôt une IRM avec des séquences TIR pour bien s'assurer que la fracture est récente et qu'il ne s'agit pas d'une ancienne fracture. Ça, c'est un cas clinique d'une fracture de T12 où sur le scan à droite, vous avez l'impression qu'elle est tassée mais qu'il n'y a pas de déformation particulière. Et puis quand on a les radios en charge debout, ben, on note qu'il y a quand même 17 degrés de kyphose vertébrale. C'est la kyphose autour de la vertèbre. Et puis 20 degrés de kyphose régionale, c'est les vertèbres autour. Donc ça fait quand même une déformation très importante qui peut avoir un retentissement sur le rachis lombaire bas. Grave dans le futur, pas tout de suite, mais dans le futur surtout. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on retient l'indication d'une kyphoplastie, plus ou moins avec l'association de vis si la fracture est comminative ou si les examens complémentaires vont montrer une atteinte ligamentaire. Alors pour vous montrer à gauche, c'était les montages qu'on faisait pour le même type de fracture. Vous voyez, avec 2 vis au-dessus, 2 vis en dessous, ou même l'image juste à côté, on remplaçait le corps vertébral parce qu'on estimait que la fracture était trop comminative. Vous imaginez que c'était pas toujours bien toléré, qu'il pouvait y avoir des démontages de matériel, des syndromes adjacents, des fractures sous-jacentes. Ça pouvait se compliquer énormément. Et aujourd'hui, on peut presque résumer, pas toutes les fractures, mais une grande partie d'abord va commencer par cet implant, qui est une sorte de cric de voiture qu'on passe par le pédicule, de petites incisions à l'entrée du pédicule, ça se fait en percutané, et on l'insère, et vous voyez la réduction que c'est capable de faire. Alors seul, ça ne suffit pas, on l'associe avec du ciment qui a l'intérêt de sceller l'implant dans l'os et puis surtout de colmater cette fracture et donc de soulager tout de suite le patient. Et c'est assez génial parce qu'en post-opératoire, on retrouve un patient qui n'a plus du tout de douleur et à qui on ne va pas imposer ce corset. Ensuite, sur le plan dégénératif et sur la pathologie lombaire, concernant la hernie discale, il y a des nouvelles choses, c'est l'endoscopie, qui est une technique assez récente. Ça a été inventé il y a quand même un petit moment, mais ça se développe récemment parce que les chirurgiens ne s'y étaient pas mis, et puis ça nécessite quand même une formation auprès d'autres. Et donc en France, aujourd'hui, on est à peu près 15 à 20 à le faire. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme musculaire. Donc on passe avec des canules, et grâce à ça, l'incision fait environ 7 mm, et donc en post-opératoire, on est heureux de constater qu'il n'y a plus de douleur lombaire. Il n'y a plus de désinsertion musculaire comme on était obligé de le faire pour accéder au canal. L'hospitalisation est courte, on passe à des hospitalisations en ambulatoire beaucoup plus facilement. Et les études ont montré 5 fois moins de douleur lombaire à long terme, et donc moins de chirurgie à distance pour discopathie, et donc moins de complications au total également, 6% contre 21% sur les techniques ouvertes. Il y a 2 voies en endoscopie, la voie foraminale, comme vous a montré Jean-François Budic tout à l'heure avec la technique percutanée, qui est la première étape qu'on fait réaliser pour retirer ces hernies foraminales. Et si ça n'a pas fonctionné, avant on était obligé de faire des incisions de 5 à 10 cm pour bien se repérer, isoler la racine et aller retirer la hernie. Et maintenant, grâce à cette nouvelle technique, on peut utiliser cet endoscope où vous voyez avec un tube et un canal de travail unique qui va permettre de rentrer et aller jusqu'au contact du foramen pour aller isoler la racine, l'écarter et puis retirer la hernie. Et puis il y a la voie interlamaire qui est la voie la plus fréquente pour les hernies les plus fréquentes, les hernies discales L4, L5, L5, S1. Ça, c'est une vidéo d'une hernie que j'ai faite hier. Alors c'est pour vous montrer un peu l'aspect que je trouve quand même assez génial parce que ça montre à quel point on est quand même peu agressif comparé à avant. Là, vous voyez, ce sera les seules fibres musculaires qu'on va désinsérer, qui sont au bout du tube. Et donc là, on a une sonde d'électrocoagulation qui nous permet de retirer ces fibres musculaires pour accéder au ligament jaune, qui est ce ligament entre les lames qui protège le sac dural.
Donc progressivement, on retire tout ça. Et puis maintenant qu'on voit, on coagule bien, parce que le problème c'est qu'en endoscopie, si ça commence à saigner, ça devient très compliqué. Donc on est prudent, on y va étape par étape. Et puis quand on arrive au moment du ligament jaune, on l'ouvre progressivement et on va réussir à obtenir, à voir d'abord le sac dural. Donc là on voit la graisse épidurale qui est en train d'apparaître, et puis on va avancer progressivement pour aller rechercher la racine et l'isoler. Et donc là on voit encore le sac qui est en train de battre, mais on n'a pas encore vu la racine. Donc on continue le retrait du ligament jaune et on arrive délicatement à la racine qu'on commence à voir, que vous voyez juste en bas à ce niveau-là, qui est sur le bord. Donc la tête du patient est à gauche, les pieds sont à droite, le sac dural est à midi, et à 6 heures vous voyez la racine. Et progressivement on va l'écarter, on la repère, et grâce à une spatule qu'on a, on va pouvoir l'isoler avec le tube, la chambre de travail, qui va permettre de descendre au contact et la récliner. On va lui faire une rotation, et ce qui nous permet de carrément rentrer dans le sac, et puis d'aller protéger la racine en faisant un mouvement de rotation, et on va voir apparaître progressivement la hernie. Voilà, donc on a isolé la racine, et là on voit la hernie en bas à droite qu'on va pouvoir disséquer. On s'assure que c'est bien elle, on va coaguler un petit peu pour pas non plus faire saigner, et puis on va venir avec des ciseaux, une fois qu'elle est bien toute préparée, la percer une première fois pour être toujours sûr, et puis on a raté l'accouchement. Et puis un coup de ciseau, et là c'est la libération. Voilà. Et à la fin, donc on regarde la racine, elle n'est pas encore complètement libérée, on va retirer encore un dernier fragment, et en fin d'intervention, on va s'assurer que tout est bien, et c'est ce signe où on voit la racine qui bat, qui nous laisse penser que la racine est bien libre, et donc on va pouvoir se retirer avec un très faible traumatisme musculaire, et surtout un dégât local qui est vraiment minime. Donc ça, je pense que c'est quand même, pour moi, la chirurgie de l'avenir, parce que ça va se développer. Ça ne s'est pas encore beaucoup développé, mais les chirurgiens commencent à être convaincus et commencent à s'y mettre. Et voilà, et ça va pouvoir permettre aussi de la prise en charge du canal lombaire étroit. Aujourd'hui, il y a le ciel ouvert avec la laminectomie unilatérale. On désinsère les muscles de chaque côté. On peut utiliser des lunettes de microchir pour être un peu plus précis. Il y en a d'autres qui utilisent des tubes avec l'utilisation du microscope, mais je pense vraiment que l'endoscopie, il y en a déjà qui l'utilisent, surtout dans d'autres pays comme en Allemagne, en Asie, sera un traitement d'avenir. Et quand il y a une instabilité locale, un spondylolisthésis, on est amené dans ces cas de canaux lombaires étroits à utiliser la stabilisation avec une arthrodèse. Demain, je pense que sous endoscopie, on pourra se contenter juste d'une libération, parce qu'en fait, on désinsérera plus ces muscles, et donc on protégera le futur et évitera la décompensation de la discopathie. Donc ça, c'est des images pour vous représenter à quoi correspond une libération canalaire. On commence par un côté, on se reporte de l'autre, puis progressivement on va faire un volet osseux, et on se retrouve avec l'image en bas à droite d'un tissu assez épais, c'est du ligament jaune qui s'est épaissi et qui est responsable de la sténose tissulaire, en plus de la sténose osseuse qu'on a déjà retirée, puis on la retire progressivement et on va libérer le canal. Concernant la discopathie, il y a des nouvelles choses aussi avec des implants dynamiques, c'est-à-dire des tiges avec une petite souplesse, ce qui permet de diminuer les contraintes de jonction, qu'on utilise surtout pour les patients âgés en cas d'instabilité, toujours dans le canal lombaire étroit, ce qui nous permet de moins avoir de syndrome adjacent, moins de discopathie sous-jacente au montage. Et puis il y a les voies antérieures qui se développent beaucoup depuis 5 ans, qui sont assez logiques, parce qu'en fait 80% des contraintes passent sur la partie antérieure du rachis, et uniquement 20% par voie postérieure. Alors avant on faisait tout par voie postérieure, on retirait de l'os pour aller devant et mettre des cages, mais en fait on désinsérait les muscles, et puis on retirait de l'os aussi, on créait de l'instabilité, et puis on fixait tout ça avec des vis et des tiges, et puis les résultats étaient quand même pas fous. Aujourd'hui il y a ces voies rétropéritonéales
où il n'y a plus de désinsertion musculaire pour y aller et surtout moins de douleur en post-opératoire avec des retours à domicile à 48 heures. Et puis ça nous permet de mettre des cages beaucoup plus larges, mieux angulées et donc une correction beaucoup plus anatomique. Et grâce à ça, on a un taux de fusion qui est bien meilleur, donc moins de pseudarthrodèse, donc moins de douleur post-opératoire à distance. Ça, c'est un exemple d'une discopathie L4, L5 et L5S1. Vous voyez qu'il y a un manque de lordose en bas de montage dû aux disques qui se sont affaissés. Et grâce à ces cages qu'on met par voie rétropéritonéale, donc une incision sous l'ombilic, on réussit à mettre des cages de très grande hauteur importante et d'une surface couvrante très importante comparée aux cages qu'on pouvait mettre auparavant. En haut à droite, c'était des montages que je faisais en 2017 et on voit quand même la différence des cages avec une couverture beaucoup moins importante et surtout une restauration de la lordose inférieure, ce qui fait que le disque juste au-dessus du montage se mettait à souffrir beaucoup plus. On le voit déjà, là il s'ouvre déjà un peu plus devant que derrière. Et en fait, on avait des syndromes adjacents, malheureusement, qui venaient dégrader les résultats cliniques initiaux. Le LIF, c'est une voie antérieure rétropéritonéale aussi. C'est le même principe que la LIF, sauf que là, on passe sur le côté. C'est un abord latéral. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir diminuer la mobilisation des vaisseaux, parce que vous imaginez bien qu'en 5-1, on est dans la fourche, on mobilise un peu. Ça reste correct, mais en 4-5, il faut sacrément latéraliser. Et parfois, quand les artères sont calcifiées, on peut pas se permettre de trop les latéraliser. Donc, on met ces cages sur le côté, mais qui ont une surface couvrante également très importante. Alors, il peut y avoir en post-opératoire des douleurs au niveau du psoas, parce que comme vous voyez sur le schéma en bas à droite, on est obligé de désinsérer un peu le psoas pour venir insérer la cage. Et puis maintenant, il y a des tiges sur mesure qui sont surtout utilisées pour la chirurgie de correction, c'est-à-dire les longs montages, mais on peut utiliser sur des montages un peu plus courts aussi, avec un planning préopératoire qu'on envoie au labo et puis des radios préopératoires qu'on envoie au labo et ils nous proposent un planning préopératoire de correction avec différentes stratégies en fonction de ce qu'on utilise, si on fait une voie antérieure d'abord ou pas. Et donc, c'est des tiges qui sont façonnées sur mesure et c'est vrai que ça nous aide beaucoup, ça nous évite dorénavant de centrer nos tiges au bloc à vue de nez comme ça en pensant que ça sera mieux dans ce sens-là ou dans ce sens-là. En fait, ça se calcule tout ça avec les paramètres pelviens, l'angulation du rachis. On peut déterminer tout en avance pour essayer de restaurer au mieux l'anatomie initiale du patient. La vis pédiculaire, ça reste toujours une vis, ça n'a pas changé, mais en revanche, pour mettre les vis, on utilise la navigation 3D. Et ça a été un gain de sécurité pour nous et pour le patient, parce que depuis qu'on a ça, fait environ 1 an et demi, on peut, grâce à cet appareil, faire des acquisitions préopératoires et naviguer tout instrument qu'on va mettre dans une vertèbre. Donc avant, on avait des repères osseux, on regardait sous la scopie, puis on s'assurait, puis on pensait que c'était bon et on faisait un scanner post-op. Maintenant, en salle de bloc, on peut naviguer, c'est-à-dire suivre le déroulement le passage de l'instrument exactement dans le pédicule et s'assurer qu'on n'est pas dans le canal. Et puis mettre en place nos vis en toute sécurité. Et puis à la fin, on peut même refaire un contrôle. C'est des images qui se rapprochent du scanner. C'est pas aussi précis, mais au moins on peut voir que les vis sont bien positionnées et qu'elles ne sont pas dans le canal. Donc le patient est réveillé et on est rassuré. La prothèse discale, c'est uniquement par voie antérieure. Ça garde la mobilité et ça évite le syndrome adjacent. Comme ça, on se dit que c'est la solution parfaite et qu'il faut mettre ça à tout le monde. Malheureusement, ça ne peut se poser que chez certains patients avec des critères très sélectifs pour avoir des bons résultats cliniques parce que ça va faire rebouger des articulaires qui sont parfois usés. Et c'est pour ça que ces dossiers-là, on les discute à plusieurs avant de poser l'indication et donc en RCP par exemple. Dégénérative cervicale, on va pas y passer très longtemps. C'est un peu la même chose qu'en lombaire. On met des cages et des prothèses. La différence, c'est que les prothèses cervicales ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est à la charge de l'établissement quand celui-ci l'accepte. Sinon, c'est le patient qui doit payer et c'est quand même 2 000 €. Le futur, à mon avis, c'est l'endoscopie par voie antérieure ou par voie postérieure. Ça, c'est les Allemands s'y sont mis récemment et je pense qu'on s'y mettra aussi, mais il va falloir encore un petit peu de temps. Et on sera plus obligé de remplacer les disques comme on est obligé aujourd'hui parce que passer par derrière, on ne peut pas écarter la moelle pour aller retirer une hernie, on est obligé de passer par devant pour retirer cette hernie. Avec l'endoscope qui sera beaucoup plus fin, on pourra passer au travers du disque et aller juste retirer le fragment discal. Toutes ces discopathies, la prévention quand même, j'insiste un coup dessus parce que c'est ce que je dis aux patients avant de les opérer, c'est qu'il faut d'abord arrêter le tabac. Je refuse dorénavant d'opérer les gens qui fument.
Et puis, il y a la perte de poids et les activités physiques. Et je pense que le vélo, la piscine, le pilates sont vraiment des très bonnes activités physiques. Et souvent, les patients sont inquiets d'avoir des interdictions, même si on les opère pas, en raison de leur discopathie. Me concernant, je leur donne aucune interdiction, je les laisse tout faire, même s'ils ont une hernie, même s'ils ont des douleurs. En revanche, la règle de la non-douleur lors de leurs activités doit être primordiale à mon sens. La scoliose chez l'enfant, les critères sont les suivants. C'est Julien Descodins qui s'en occupe à Saint-Vincent. Il s'occupe aussi des adultes, mais il a surtout centré son activité sur la chirurgie du rachis pédiatrique. Et aujourd'hui, les critères sont 0,20 degrés kiné plus autorééducation. 20-40 degrés, on met un corset si la puberté n'est pas terminée, car si elle est terminée, la croissance est terminée au niveau du rachis et le corset n'aura plus d'efficacité. Et puis au-delà de 40 degrés, on se pose la question d'une chirurgie, mais après la puberté. À gauche, c'est le traitement référence vis plus crochet et on voit que ça permet de belles réductions. À droite, pareil, c'est un traitement qui est de plus en plus fait, qui est en train de se faire dans les centres, c'est-à-dire que c'est par thoracoscopie chez des patients plus jeunes pour accompagner la croissance. En fait, on n'attend pas que la puberté soit terminée et par taxis sur le côté en mettant des vis et des câblages, on va redresser la scoliose sans la corriger d'emblée tout de suite, mais on va laisser la croissance se poursuivre et corriger d'elle-même. Et ça, Julien Descodins s'y forme, mais n'en fait pas encore. Et puis voilà. Merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Alexis. Alors là, à vos questions, vous restez chacun à sa place. Et voilà, c'est la caméra qui dézoome. Alors, quelques petites questions pour Alexis. Ah oui, il y en a un deuxième ici que je ne savais pas, j'ai pas vu. Alors, c'est quoi le lien entre tabac et chirurgie? Pourquoi tu n'opères pas les gens qui fument? Ou qui continuent à fumer plutôt? Parce que j'aime pas les fumeurs, j'ai arrêté de fumer donc. D'accord. En dehors, tu n'as pas Non, les non, fumeurs, ça- tu as arrêté de fumer? Les fumeurs ont 4 fois plus de chances de s'infecter, 4 fois plus de chances de pas bien cicatriser et 4 fois plus de chances de pas consolider. Et tous ceux Ah ouais, avec qui on a des problèmes sont des fumeurs. Donc maintenant c'est D'accord. fini. Ça évitera les procès. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Et puis Alexis. ça leur donne un moyen d'arrêter, ça leur donne une cause pour arrêter et ça les motive beaucoup. Voilà. Alors, pour te faire reposer, je reprends. Il y a des questions de la chirurgie qui tombent, mais je reviens sur la vertébroplastie pour Jean-François. Alors, c'est quoi le délai entre une vertébroplastie et une fracture? Quelqu'un qui tombe, qui casse, dans combien de délai tu peux faire une vertébroplastie? Je pense que c'est une question mixte à laquelle on pourrait répondre avec Vincent. La question est souvent posée, mais en fait, il n'y a pas de délai précis, quoi. C'est-à-dire que la règle, c'est de ne pas se précipiter sur quelqu'un qui vient de casser, parce que dans la grande majorité des cas, les patients vont s'améliorer sous antalgiques. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est soit les gens qui ne tolèrent pas les antalgiques, ils sont âgés, ils vont prendre des morphiniques, ils vont être confus, ils vont se constiper, etc. Ou qui vont arriver en perte d'autonomie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont plus avoir mal, mais ils vont rester chez eux, ils vont plus rien faire, ils vont juste faire toilette, cuisine, etc. Et puis, on connaît après les spirales chez les gens âgés qui peuvent se produire. Donc, Vincent, tu peux compléter la douleur, mais l'idée, c'est ça. Et après, à contrario, c'est pas parce qu'on dit, ah bah oui, tiens, il a mal depuis 9 mois, on n'avait pas vu qu'il y avait une fracture, mais si la fracture est toujours cicatrisée, eh ben, il y a un traitement à faire. Et voilà, et le message, c'est ça, c'est ni trop tôt, il ne faut pas se précipiter sur les malades parce que la nature fait globalement le travail, mais quand la nature ne fait pas le travail, on la laisse faire tant que le patient tolère, je dirais. D'accord. Tant que c'est toléré, on ne touche pas. C'est toujours un traitement de la douleur, donc c'est pour le malade. D'accord. C'est pas une indication sur des timings, sur des On peut le critères faire à d'imagerie tout ou autre. moment, une vertébroplastie, on peut le Du faire. moment que, en fait, l'intérêt, l'IRM, pourquoi? C'est parce que l'IRM voit s'il y a un œdème. Si un œdème, c'est pas cicatrisé, donc on peut faire une vertébro. Et quelqu'un qui a mal et qui a cicatrisé ses vertèbres, on fait pas de vertébro. Et peut-être qu'il y a des douleurs liées justement à la syphose, un déséquilibre musculaire, etc. Mais auquel cas, c'est plus du tout une indication de cimentoplastie. Ok, merci beaucoup Jean-François. Alors, y a-t-il un âge pour opérer un canal lombaire étroit? Non. Alexis, S'il est symptomatique, s'il est souvent symptomatique, c'est une pathologie de la personne âgée. d'accord. Et après, un âge limite à la fin, je dirais non non plus si la personne est en bonne santé et que l'anesthésiste est d'accord.
et qu'on pense que ça va l'améliorer dans son quotidien parce qu'il a encore des activités, je pense qu'il... Voilà, alors, si tu peux parler à côté du micro, il n'entend pas. Ah, non, d'âge limite du début ou de la fin, je ne pense pas, non, dans les deux cas, si on est sûr que c'est bien la symptomatologie et que tous les traitements médicaux ont été faits. Et pour les personnes âgées, je pense que c'était surtout ça pour la question. S'il y a un intérêt pour pour le patient et qu'il a une autonomie et un âge physiologique tout à fait correct et que l'anesthésiste est d'accord, ça peut lui être utile et récupérer un bon périmètre de marche parce que souvent ça concerne des périmètres de marche qui sont de 50-100 mètres, ce qui est quand même un peu difficile pour un quotidien agréable. Ok, merci Alexis. L'infiltration a-t-elle un intérêt dans le canal lombaire étroit? Alors, Vincent, peut-être Vincent au départ Ouais. et après Jean-François. Oui, elle peut avoir un intérêt en fait donc ce serait une infiltration épidurale dans le contexte. Par expérience, celle qui marche bien, c'est celle qu'on propose aux patients qui décompensent leur canal lombaire étroit de manière rapide ou en tout cas récente. Le patient qui a certes une claudication radiculaire, mais qui ne le gênait pas plus que ça parce qu'il pouvait marcher la distance qu'il voulait. Mais tout à coup, en 2 mois de temps, son périmètre de marche divise par 2, voire 3. Là, faire une infiltration, ça peut très bien fonctionner. On peut très vite se retrouver à à l'état antérieur. Par contre, le patient qui, depuis 2 ans, a une claudication radiculaire importante qui s'aggrave très très progressivement et qu'on n'a pas pris en charge avant, là, globalement, par expérience, Jean-François, je pense que tu as la même idée que moi, mais ça fonctionne pas très bien. Après, c'est pas un traitement agressif du tout, hein, l'infiltration épidurale. Donc, ce qui se passe, c'est que même si on pense qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, très souvent, on en propose quand même une, voire deux. Si effectivement ça marche pas, bon, on part vers la chirurgie, mais voilà. Disons qu'elle est assez systématique avec une efficacité qui dépend beaucoup du mode évolutif de la claudication radiculaire. Jean-François, tu as d'autres choses à ajouter? C'était parfait. C'était parfait, tu as bien répondu, merci. Moi, je dirais qu'on se posera pas la question d'une chirurgie si ça n'a pas été fait. Qu'on Ouais. on Ouais. se- C'est pour ça qu'on le fait. on s'assure le dossier en faisant bien les choses et en respectant et en disant bah même si on pense pas que ça va fonctionner, On on fait l'a quand fait même, quand ouais. même parce qu'on peut pas vous proposer une chirurgie tant que cette infiltration Mhm. n'a pas été essayée. Alors, la pluridisciplinarité, alors c'est pas une question, j'espère qu'il y aura d'autres questions que vous avez plus de questions, mais par contre, sur la pluridisciplinarité, vous faites pour toutes les lombalgies, ou bien les lombalgies qui sont compliquées, ou bien comment vous, entre guillemets, à quel moment on vous envoie un lombalgie chronique pour le passer en RCP, entre guillemets, et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. En pratique, le patient il est adressé à l'un de nous trois, enfin l'une de nos trois spécialités. Et globalement, quand il y en a un qui est un peu en difficulté ou qui se pose des questions et qui se dit bah, c'est pas si simple que ça, dans ce cas-là, le patient est convoqué par celui qui l'a vu en RCP, on en discute tous ensemble. C'est comme ça que ça se passe généralement. D'accord, ok. L'idée, c'est ça, c'est qu'enfin, on voit dans les parcours de malades ceux qui arrivent et puis qui s'en plaignent. C'est ce que décrivait Vincent tout à l'heure avec le schéma qui va dans tous les sens. C'est que c'est vrai, malheureusement, des fois, en fait, tant que ça prend une direction, ça va. Et une fois que deux spécialistes sont pas d'accord, et ben, le malade se retrouve avec un truc qui Ouais. dit gris pâle, l'autre qui dit gris foncé. Puis il peut faire ça pendant des années, quoi. Donc l'idée, à un moment, c'est ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, quand on sent que on peut pas avoir on n'est pas sur un tableau clair ou pas sur quelque chose sur lequel on est à l'aise ou on a besoin d'avis, bah plutôt que d'envoyer des mails à quelqu'un aussi qui n'a pas vu le malade et tout, bah là ça permet la consultation, on l'a fait, enfin pour que ce soit pour tous ceux qui savent pas, mais c'est tous les vendredis après-midi où on reçoit physiquement des malades donc qui sont adressés par les gens de nos différentes spécialités et on reçoit les malades en consultation où il y a systématiquement rhumatologue, chirurgien du rachis et radiologue interventionnel. D'accord. Et le médecin traitant, à quel stade il est prévenu comme quoi il va avoir un RCP pour le patient, d'une part, et est-ce que vous avez commencé à inviter les médecins traitants à ces RCP? Bien sûr, chacun il a son job, chacun il a son timing, mais est-ce que les médecins traitants ils sont prévenus Alors, dans cette prise en charge et ils sont conviés, invités à cette RCP? disons qu'on fait toujours des courriers de consultation. Donc, la consultation qui fait qu'on a décidé de faire une RCP, la consultation solo initiale, bien sûr, on fait un courrier et on indique toujours qu'on va discuter du patient, du cas du patient en sa présence en RCP. Après, inviter le médecin référent,
ça serait probablement très utile. Après, d'un point de vue organisationnel, on en est toujours au courrier, enfin, la fameuse correspondance entre nous, quoi. Après, il peut tout à fait y avoir, bien sûr, on est ouvert, hein, possibilité pour venir à cette RCP si le médecin référent est disponible, si le juge utile, et ce serait souvent utile a priori, mais après, d'un point de vue organisationnel, ça risque d'être un peu Voilà. compliqué, non pas pour nous, mais plus pour le médecin Ça, c'est vrai, référent. mais quand même, ça sera pas mal quand même. C'est que le médecin traitant, quand même, Ah bah, les maux de dos, sans aucun les doute. maux de dos, c'est le mal de dos, c'est le mal du siècle. Mais ouais, Et souvent, derrière un mal de dos, il y a souvent un contexte beaucoup plus important que le mal de dos lui-même. Comme tu avais montré avec tes 3 cercles, tout à fait d'accord. Ouais. c'est un problème Ah, mais médico-psychosocial. Alors, le contexte social et environnemental du patient, après, on pourrait voilà, imaginer, on n'en a jamais discuté entre nous, hein, c'est la voilà. réflexion, la question est très bonne, hein, mais on pourrait aussi imaginer une demande d'un médecin qui vient avec son patient. Enfin, ce serait même très très bien. Ou en réfléchissant à votre, de voir un patient en visio, maintenant qu'on a vu avec le Covid qu'il y avait plein de moyens technologiques Ouais, c'est sûr qu'on qui seraient peut. peut-être plus simples à intégrer pour quelqu'un qui est de consultation aussi. Ah, c'est pas mal. Bah, écoutez, Émotionnel, quoi. la question est ouverte Ouais, et voilà, on fait appel. Alors, une question. Qu'en pensez-vous de la podologie, des podologues dans la prise en charge des lombalgies? Est-ce que le podologue a un rôle à jouer? Est-ce qu'il faut envoyer le patient voir un podologue pour étudier sa posture? ouais. Et est-ce qu'il y a une correction à faire, hein, Alors, et est-ce que ça peut être utile? on a peut-être des avis différents. Personnellement, moi, je le fais peu. Enfin, je me pose toujours la question de savoir s'il n'y a pas un trouble de la statique plantaire qui pourrait faciliter, enfin, générer une problématique. Je pose des questions assez vagues. Vous n'avez jamais eu de problème plantaire. Des fois, je leur fais un examen podoscopique, mais je suis pas systématique en disant il faut aller voir le podologue parce que D'accord. je pense pas que ce soit forcément utile de le faire de manière systématique, mais c'est bien effectivement de ne pas oublier que le pied peut aussi avoir un rôle néfaste aussi s'il y a un problème de trouble de la statique plantaire. D'accord. Alors, le podologue, il faut y penser, c'est pas systématique, mais ça peut être utile. Et puis peut-être un petit complément aussi sur les postures aussi. Enfin, quand on voit dans les études qui sont faites, enfin, après on t'en parlera sans doute mieux que moi en clinique, mais il y a même sur l'imagerie. Après, il n'y a pas de posture idéale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les images des schémas d'anat avec les lordos et tout, mais je veux dire, ça c'est important à voir aussi parce que c'est des trucs qui traînent aussi. Ça, bah oui, souvent on entend ça aussi, bah oui, je me tiens mal donc j'ai mal au dos. Alors ça peut être vrai sur quelqu'un qui est à son bureau comme ça toute la journée, mais globalement, aussi quand on voit par exemple des normes de lordos lombaires, c'est amusant quoi. Vous regardez des vieux bouquins de radio, bah, la norme de lordos lombaires, elle est entre 25 et 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'aussi c'est conditionné par tout ce qui est en dessous. Donc en fonction aussi du bassin, quelle est son incidence, quelle est sa largeur, quelle est son inclinaison. Enfin, en fait, c'est toute une pyramide comme ça. Donc le fait de dire un petit peu, bah, il y a une espèce de stature idéale, et puis si on l'a pas, ça va pas, elle doit être corrigée. C'est l'exemple des bascules pelviennes, quoi. On fait des radios, quand les patients ils disent des fois pareil, bah oui, bah, j'ai 4 millimètres d'un côté, mais je dis, mais en fait, quelque part, les anormaux, c'est ceux qui sont à zéro, quoi. Parce que tout le monde a quelques millimètres par-ci par-là. Et bien sûr, on s'en rend pas compte tant que les gens n'ont pas eu un cliché parce qu'ils ont mal au dos. Et on en revient tout à l'heure sur la corrélation. Ta réaction, elle est pas mal, pas mal. Une bascule à zéro, c'est anormal, entre Non, guillemets. c'est pas que c'est anormal, mais Non. c'est plus rare Plus que des rare, ouais. bascules d'un côté ou de l'autre. D'accord. En gros, jusqu'à. Bon, c'est pareil, enfin, c'est pas de l'imagerie pour de l'imagerie, mais globalement, c'est dans ce qui est dit, c'est que jusqu'à 10 mm, c'est des choses qui peuvent être globalement tout à fait physiologiques, quoi. Et puis D'accord. quand on corrige parfois, bon, si on parle de l'inégalité de longueur des membres inférieurs, on a parfois des mauvaises surprises, hein. C'est des gens parfois âgés qui ont pris l'habitude, qui ont pris une posture, et Mm. après on se dit, bah, effectivement, on va remettre les jambes à la même hauteur. Et c'est la catastrophe, hein. Les gens, ils sont D'accord. complètement déséquilibrés, ils sont habitués Mm. depuis Oui. des années, les muscles enfin, se sont adaptés. Et non, enfin, Ils ont créé faut leur toujours équilibre. être, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut être prudent, il faut pas être systématique, comme dit Jean-François, avec des chiffres, en disant, bah oui, c'est tel chiffre, je dois mettre telle correction. Ok, merci Vincent. Alors Alexis, bah, tu t'es reposé depuis un petit moment. Alors maintenant, pour que tu t'endors pas, on va te réveiller un petit peu. En cas de récidive de sciatique secondaire à une protrusion discale, déjà opérée quelques années auparavant et qui reste algique à 5 mois d'évolution, est-ce qu'il faut proposer un nouveau traitement chirurgical? Oui, Voilà, on peut. on peut. On Voilà. propose, et si tout a résisté, en effet, on peut. Pour la première récidive, on fait une cure de hernie discale, on recommence la disectomie à retirer que le bout de disque qui dépasse. Et si ça recommence encore une fois et qu'on se pose la question d'une troisième opération,
Là, on arrête, ça veut dire qu'il y aura trop de récidives. C'est quand même la récidive, le problème, c'est que c'est quand même 10 à 15% à chaque fois. Et plus on avance, plus ce risque augmente. Et donc, au bout de du troisième épisode, là, on passera à un remplacement du disque. Donc, soit arthrodèse, soit prothèse. D'accord. Est-ce que le profil du patient peut empêcher de l'opérer? Les patients qui ont un certain profil psychologique particulier, est-ce que ça, tu te méfies des profils psychologiques ou t'opères, si l'indication est posée, tu l'opères? Parce qu'en général, moi je le dis clairement, en médecine générale, on voit les gens. Hein. Les gens, ils ont un profil psychologique particulier. On dit si le chirurgien il touche, il va avoir mal tout le temps. Et c'est une, entre guillemets, erreur de l'opérer parce que c'est des patients qui resteront à problème tout le temps. Alors, est-ce que ça joue ou ça joue pas? On fait attention. Vous faites attention. Je l'envoie à Vincent qui lève les drapeaux rouges, lève les drapeaux jaunes, il compte et puis après il me dit tu peux pas. Non, mais les patients du vendredi après-midi, ça peut en faire partie. C'est des patients pour lesquels on se pose des questions. Après, il ne faut pas tous les étiqueter. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, ouais, on est qu'à un cas récent ensemble où elle a été étiquetée psy et en fait elle avait un vrai conflit, on lui a retiré et aujourd'hui elle va beaucoup mieux et sa dépression diminue parce qu'elle a plus cette douleur chronique. Je vais rebondir là-dessus aussi, pareil, avec les médecins des centres de la douleur là, qui ont pris le pli de nous adresser aussi des malades pour des réévaluations. Et puis, notamment, je parlais avec les douleurs facétaires et les rhizolyses. C'est assez incroyable. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde, mais il y a certains malades comme ça, pareil, qui ont eu un cursus extrêmement long. Ils sont en centre de la douleur, ça fait 3 ans qu'ils sont suivis. Ils en sont à venir faire des perfs de Laroxy ou autre. Et puis, à un moment, on pose la question d'une douleur facétaire, on fait un test anesthésique. Et il y a des situations qui arrivent régulièrement comme ça, où 15 minutes après, on va voir les malades après l'infiltration, et il y a des gens qui sont médusés. Les gars, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai plus ma douleur dans le dos. Et comme quoi, c'est quelque part, c'est amusant, c'est de se dire, voilà, il y avait sans doute un phénotypage qui n'a pas été fait au début, et puis après, effectivement, c'est sûr que le moral, tout part. Et voilà, alors, évidemment, faut pas se dire que tous les gens qui ont des lombalgies chroniques sont éligibles à ça, mais il y en a. Et comme d'hab, en les évaluant cliniquement, on peut en identifier certains. Les médecins de la douleur en ont conscience, hein, parce que maintenant on fait même des RCP, il y a c'est pas un RCP mixte, mais certaines personnes, dont moi, participent à RCP RHIS tout le temps, et régulièrement est convié à l'RCP douleur pour discuter de patients douloureux chroniques versant rhumatologique, justement pour quand même s'assurer régulièrement qu'il n'y ait pas quand même d'autres traitements spécifiques à proposer. Donc ça c'est quelque chose qu'on a identifié depuis un certain temps, que les algologues ont identifié, et on collabore sur ça. D'accord. Merci Vincent. Alors, une discopathie pluriétagée chez un patient lombalgique chronique nécessite-t-elle directement un avis chirurgical? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut d'abord commencer, encore une fois, par les médicaments et des infiltrations. Et c'est vrai que la rhizolyse, on en a parlé, mais c'est un truc qu'on utilise depuis maintenant plusieurs mois et ça m'a permis de traiter beaucoup de patients où je pense qu'auparavant, je les aurais opérés parce que les discopathies les faisaient souffrir et que les infiltrations articulaires ne suffisaient pas dans le temps. Et que maintenant, on peut repousser le traitement chirurgical. Et non, c'est pas parce que les disques sont tous abîmés qu'il faut obligatoirement les opérer. On est très surpris d'avoir des patients avec des disques complètement abîmés et qui souffrent très peu ou alors qui se plaignent juste d'une douleur dans la jambe. D'accord. Pour rebondir justement, si je vois un peu je suppose de voir à quoi la question fait référence, mais quand on voit des gens d'une certaine tranche d'âge, dès qu'on part, je veux dire, chez des gens qui ont 60, 70 ans et tout, c'est très commun justement d'avoir ça, d'avoir tous les disques lombaires qui sont noirs parce qu'ils sont déshydratés, parce que les disques ont vieilli, de fait ils s'affaissent, et voilà, et on se retrouve juste sur un dos de quelqu'un de 70 ans. Donc voilà, on en revient au même, c'est que s'il n'y a pas un phénotypage clinique ou par exemple une grosse réaction édémateuse autour d'un disque ou une souffrance postérieure ou quoi, en soi le fait d'avoir une discopathie multi-étagée, j'ai envie pareil de dire de manière un peu provocante que c'est peut-être même plus normal que quelque chose de normal, quoi, dans un certain âge. Et l'ostéoporose rachidienne est-elle une contre-indication à la chirurgie? Ça dépend de quelle chirurgie. Ça dépend. Non, mais ça dépend de la libération canalaire. Alors, le spécialiste d'ostéoporose, il regarde le chirurgien il regarde le. Allez, Non, on se pose cette question. décidez-vous. Et moi je peux regarder ailleurs, c'est bien. Non, on se pose cette question quand on met des caches. Ça peut être embêtant. On a eu des enfoncements autour des caches chez des patients ostéoporotiques. Et donc, on est amené souvent à mettre des vis par derrière pour renforcer le montage. Et après, donc souvent on fait un bilan densitométrie ou parfois on ne le fait pas et on les adresse directement après au rhumatologue pour la prise en charge.
Alors, la chirurgie du rachis ostéoporotique, c'est au cas par cas. Sur rachis ostéoporotique, hein, c'est pas des fractures ostéoporotiques. Non, non, non. L'ostéoporose rachidienne est-elle une contre-indication à la chirurgie? Ouais. Non, non, c'est pas une contre-indication. Non, Au cas par cas. ce n'est pas aux contre-indications, c'est au cas par cas. Merci. Comment, en dehors du bloc test, peut-on penser à une douleur d'origine fasciaire? De toute façon, je peux te répondre, mais en gros, de la manière dont on les identifie, c'est l'espèce de quasi-constante, la constante, c'est la douleur lombaire, qui va être souvent plutôt basse. Les gens ils font globalement plus souvent des douleurs fasciaires 4-5-5-1, qui va être soit unilatérale, donc avec le point douloureux sonnette paravertébrale quand vous examinez, soit l'espèce de douleur en barre, qui évidemment est très commune, donc ce n'est pas toujours ça. Et puis après, on a très 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 souvent aussi des irradiations, qui sont un petit peu comme j'avais montré, alors ça peut être passé un peu vite, mais pour avoir en replay, les irradiations un peu en Bermuda. Donc plus souvent, ce sont des trajets qui sont incomplets, et puis les gens vont décrire voilà, la douleur qui part dans la fesse, qui part un petit peu pli de fesse ou face postérieure de cuisse. Après aussi des douleurs inguinales, des douleurs latérales, et c'est souvent aussi des douleurs qui vont être après prises pour de la douleur trochanterienne, pour pourquoi pas de la douleur de hanche. Mais je pense, enfin Vincent, corrige si je me trompe, mais le point commun, c'est comme que ça part de la colonne parce qu'il y a une douleur de colonne. Et justement, par exemple, des gens qui ont des sciatalgies incomplètes sans douleur de colonne, bah là, on va plutôt partir sur des syndromes glutéaux profonds, ça va être autre chose. Pareil, une douleur inguinale toute seule, ça va moins souvent être de la facette. Ok. Bah, Vincent, tu veux peut-être. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est la sémiologie. J'avais pris le parti dans mon topo de ne pas faire trop de sémiologie du rachis parce que en fait, c'est finalement assez complexe. En fait, c'est complexe parce que c'est très rare d'avoir une douleur fasciaire sans douleur discale. C'est un étage qui souffre, par exemple F5 et S1, et on n'a jamais une souffrance discale isolée ou une souffrance articulaire postérieure isolée. Donc, c'est pas évident. L'idée, c'est de trouver le côté prépondérant. Globalement, le syndrome discal, bah, c'est le patient penché en deux, bloqué, à l'examen clinique très très raide. Enfin, en tout cas, c'est le fameux indice de Schober. S'il y a peut-être un truc à retenir qui marche bien, c'est les syndromes discaux, les patients sont raides. Et articulaires postérieurs, généralement, ils ne le sont pas. Donc déjà, ça peut voilà, déjà être un bon élément d'orientation. Après, il y a toujours la pathologie discale, on a mal quand on est assis sur la chaise longtemps, ça c'est fait plutôt discal. Articulaire postérieur, c'est plutôt la personne qui est, quand il est debout longtemps sans bouger, bah, il a son dos qui commence à chauffer, il a besoin de bouger pour marcher, ça c'est plus articulaire postérieur. Il y a tout un tas de signes comme ça. Mais encore une fois, c'est bien ces signes, faut bien sûr les connaître, en tout cas les appréhender, mais c'est pas si simple que ça en vrai, parce qu'il y a toujours cette double lésion qui est constante, quoi. Donc, Alors, une question sur l'attitude scoliotique. L'attitude scoliotique sans rotation des corps vertébraux nécessite-t-elle de la kiné en dehors de tout symptôme? Est-ce qu'il faut faire de la rééducation dans une attitude scoliotique pour quelqu'un asymptomatique? En particulier chez un enfant. alors, Voilà. on traite peu d'enfants, mais donc peut-être Julien Enfants, avec ados. moi, je pense que s'ils sont pas symptomatiques, il faut les pousser à faire du sport, rester actifs. Si c'est actif, les muscles vont bien tenir, ça va bien tenir la colonne. Et oui, donc en Alors. fait, ce qu'on dit, avant les scolioses, on disait oui, corset, faut plus bouger, etc. Maintenant, c'est complètement l'inverse, faut bouger, faut faire du sport, sous couvert d'une douleur. Là, c'est sans douleur, hein. Sans douleur. Sans douleur. Donc sans douleur, oui, il faut. Sous couvert, on est sûr que ça soit qu'une attitude scoliotique. Après, on s'assure quand même à 6 mois d'écart qu'il n'y a pas d'évolution. Avec des radios. Que ce soit pas le début d'une scoliose qui se majeure. Et D'accord. voilà, donc on les contrôle à 6 mois, et puis si on n'est pas inquiet, on les contrôle à 1 an. Et puis on les recontrôle plus si ça se normalise. Mais... Ok. Merci bien, messieurs. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Eh bien, sur ces bonnes paroles, alors j'espère que ça vous a fait plaisir et ça vous a fait du bien cette soirée. Alors, la question qui continue, inefficacité de la kinésithérapie, faut-il poursuivre? Faut réévaluer. Il faut réévaluer. C'est là qu'on se pose la question de l'école du dos, c'est là qu'on se pose Donc, la question d'une douleur qu'on n'a pas bien On identifiée. se pose la question, bah, c'est peut-être parce qu'on est parti dans le tout mouvement et peut-être qu'il faut se reposer la question du lésionnel ou du biopsychosocial. C'est quand on est parti sur une direction, l'une des trois, et que ça fonctionne pas, faut peut-être repartir sur l'école du dos, ce qui est possible, hein, mais peut-être se poser la question, bah oui, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il y a des facteurs de renforcement ou c'est peut-être parce qu'il y a une souffrance discale énorme. Au plus je lui fais de la kiné,
Et si j'en fais encore plus, ben, ça va encore être pire. Voilà, c'est pas facile effectivement de savoir dans quelle direction partir. Mais quand on part dans une direction et qu'on est en échec, faut pas forcément, faut peut-être se reposer la question de savoir si on n'a pas Il autre faut chose. réévaluer. Ouais. Voilà, voilà. Alors, mes chers amis, il n'y a que des remerciements très intéressants. C'est peut-être passionnant. Voilà. Mais par contre, n'oubliez pas, mes chers collègues et amis, de nous faire des retours si vous avez des thématiques particulières à aborder. Parce qu'on a toujours en boutique des thématiques. Mais par contre, si vous nous envoyez vos souhaits, on les inclut dans ce qu'on a envie de préparer. Et par conséquent, on organisera les choses. Voilà, je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les trois intervenants de cette magnifique, on peut dire, la collaboration, elle est toujours là, mais surtout cette complicité. C'est très très bien. Merci beaucoup à vous trois. Et je vous souhaite un excellent été, des bonnes vacances. Et je vous dirai à la rentrée, j'espère qu'on puisse faire en présentiel. Si on peut le faire en présentiel, on essaiera de faire selon les conditions sanitaires, bien évidemment, présentiel et visio en même temps, mais on verra quelle formule qu'on adaptera pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. On vous remercie infiniment de votre présence à ce webinaire et je vous dirai encore une dernière fois, bonnes vacances et à la rentrée.